Bonjour téléspectateurs de New York, bienvenue sur la 67e MNN TV. Vous êtes à Speak Out Show, le miroir qui reflète les réalités tant bien que mal de la diaspora ivoirienne des USA. Merci de nous suivre sur les différents bouquets de New York, que ce soit sur Spectrum, FiOS ou RCA. Nous y sommes tous les mercredis de midi à 13h30. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, tapez tout simplement Speak Out Show New York et sur Facebook, vous n'avez qu'à taper SOSNY sur la barre de recherche. Eh bien, nous sommes à la veille de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Cependant, nous parlerons sans tabou dans ce temps d'antenne qui nous est attribué avec notre éminent invité, Carlos Dieubono, qui a marqué de sa plume des écrits qui ont été très prisés des lecteurs ivoiriens. Il a travaillé pour 3 organes de presse en Côte d'Ivoire, dont le Banco, le Temps et le Journal de l'économie. Il est très connu aussi au Canada à cause de son émission radio qui traitait des sujets nationaux et internationaux. Il vise à présent à Washington, D.C. et pour des restrictions de mesures contre le coronavirus, il est donc en visioconférence avec nous pour parler de la situation en Côte d'Ivoire. Carlos, bonjour. Bonjour Ahmed. OK. Alors, nous sommes à la veille de l'élection présidentielle tant contestée par une large partie de l'opposition ivoirienne. Cependant, on assiste aussi à une recrudescence de la violence, casse, pillage, incendie de véhicules de transport. Il y a eu même mort d'hommes, ce qui est à déplorer dans ce conflit intercommunautaire. Quelle lecture faites-vous déjà de cela? Merci pour cette opportunité. Effectivement, les élections qui arrivent entraînent déjà des violences et c'est vraiment déplorable, il faut le dire, parce que l'élection d'abord du président Alassane Ouattara a suscité un espoir, surtout au niveau de la décrispation de la crise de 2010. Et son élection a suscité un espoir pour la réconciliation des populations et des différentes ethnies en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, oui, on remarque que déjà à l'orée de ces élections de 2020, les violences ressurgissent. Et c'est à déplorer parce que voilà encore une occasion pour consolider la paix tant acquise en Côte d'Ivoire et malheureusement, et nous sommes encore à déplorer des morts et c'est vraiment quelque chose de très alarmant. Et j'espère que le gouvernement en place trouvera la solution idoine pour pouvoir justement calmer les uns et les autres. Alors, Carlos, l'opposition campe sur ses positions. La commission électorale indépendante et le parti au pouvoir restent droits dans leurs bottes à faire ce scrutin qui semblerait explosif. Avez-vous le pressentiment d'une crise post-électorale après le 31 octobre? Déjà, est-ce qu'il y aura même élection avec déjà les positions campées que nous avons, l'opposition qui refuse d'aller aux élections en clamant le départ du président Alassane Ouattara et également la réforme de la CEI et toute autre revendication. Est-ce qu'il y aura même élection? C'est là la grande question parce que à l'état actuel des choses, avec cette polarisation de chaque camp sur leur propre position, on n'a même pas l'impression qu'il y aura élection. Et si on force à organiser des élections, je pense que ça se fera dans la répression et dans la violence. Donc, pour parler même déjà de crise post-électorale, il faudrait d'abord qu'il y ait élection. Et je ne pense pas que les élections même vont se tenir. Et c'est ce qu'il faut d'abord résoudre. Il faut résoudre le problème qui divise toutes les parties prenantes avant de parler d'élections. Il serait mieux que le pouvoir en place pense vraiment à repousser déjà la date des élections et à instaurer un dialogue avec l'opposition, un dialogue qui pourra aboutir sur une paix durable avant les élections. Le pouvoir a donné 2 occasions, mais l'opposition n'a pas répondu, n'a pas mordu à la maison. Alors, comment pensez-vous qu'il devait faire ce dialogue? C'est déplorable parce que
effectivement, le pouvoir, de son côté, a essayé et essaie de rapprocher l'opposition afin de trouver une solution. Mais c'est difficile pour l'opposition d'accepter actuellement de discuter avec le pouvoir quand il conteste déjà ce pouvoir-là. Et les opposants tels que M. Rekonan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan et tous les autres opposants contestent même déjà le président de la République en place. Et pour eux, il n'est pas à même de pouvoir diriger le pays maintenant, encore moins participer à ces élections. Et le pouvoir voudrait, du moins l'opposition voudrait participer à la discussion sous l'égide de la communauté internationale en tant qu'arbitre, pas comme observateur, comme l'aurait voulu le pouvoir. Donc déjà, il y a des dissensions entre toutes les parties et ça rend encore plus difficile, effectivement, cette tentative de négociation entamée par le gouvernement. Mais je crois qu'on doit être moins partisan et voir la paix en général et surtout accepter d'aller sur la table de négociation et trouver un point d'entente pour justement faire l'économie des morts et de la violence. Parlant d'opposition, pensez-vous qu'il y a une réelle opposition en Côte d'Ivoire en dehors de Affi-N'Guessan qui a toujours été en face du parti au pouvoir? La plupart de tous ceux qui l'entourent sont des dissidents venus de la maison RHDP. Est-ce que vous ne sentez pas une mauvaise foi en dehors de Affi-N'Guessan parmi ceux qu'on appelle opposants aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je vais parler de Mabry Troaqueux, Soro Guillaume, Bédié et autres. Bon, c'est vrai que le RHDP, le RDR avec le PDCI et l'UDPCI et les autres partis satellites avaient essayé de créer un parti unifié à travers le RHDP, mais on ne peut pas oublier non plus à côté de ce RHDP divisé aujourd'hui avec Bédié et Mabry Troaqueux qui ont quitté le navire RHDP, il y a toujours le FPI qui est représenté par Affi-N'Guessan et même s'il a sa dissidence également au niveau du FPI, mais le FPI est représenté. Il y a également le leader et d'autres groupes politiques tels que celui mené par Soro Guillaume, s'il peut être un groupe politique, et puis Charles Blé Goudé. L'opposition existe, mais seulement est-ce que l'opposition est soudée justement pour pouvoir faire front uni et unique contre le parti au pouvoir? Voilà la question. Ça ne sera pas pour maintenant, puisqu'ils sont, ce que je n'ai pas compris, ils n'ont pas retiré leur candidature, mais ils boycottent l'élection. Comment expliquez-vous cela? Justement, il y a quand même un peu de mauvaise foi dans cette opposition, je suis désolé de le dire, parce qu'on ne peut pas vouloir s'opposer à une élection et toujours être partie prenante en ne retirant pas, en ne boycottant pas, du moins leur participation, parce que le PDCI est représenté par Bédié, le FPI est par Affi-N'Guessan, à part les autres candidats qui ont été rejetés. Ce que l'opposition aurait dû faire, à mon sens, c'est le schéma à la sénégalaise. On a vu avec l'élection de Macky Sall, on a vu que l'opposition s'est réunie et est partie au premier tour contre Abdoulaye Wade et au second tour, l'opposition s'est réunie derrière Macky Sall qui a fait tomber Abdoulaye Wade. Donc, soit on fait front unique en s'unissant derrière un candidat qui peut battre Alassane Ouattara, on va aux élections. Et je pensais même que ça aurait été du moins le scénario idéal pour cette opposition de venir à bout du RHDP. Mais malheureusement, les opposants ont choisi la manière forte, c'est-à-dire empêcher vaille que vaille les élections. Mais on va dans un mur parce que le parti au pouvoir n'est pas prêt à céder, l'opposition n'est pas prête à céder. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des morts, il y a des violences et c'est déplorable pour la Côte d'Ivoire, en fait. Et c'est triste. Vu tout ce qui se trame, quelle serait selon vous la solution idoine? Voilà, c'est une question très difficile parce que l'un et l'autre qui sont partie prenante dans cette crise veulent différentes choses. Et la solution idoine, vraiment, serait qu'on mette un peu d'eau dans nos vins et qu'on accepte d'aller au dialogue avec le parti au pouvoir, qu'on réforme la CEI si tel est vraiment le problème qui se pose, qu'on
qu'on réforme la CEI. Je ne pense pas qu'on pourra obtenir le départ de Alassane Ouattara, sinon sa non-candidature pour le 3e mandat. Je pense qu'on doit faire des concessions du moins, où on doit accepter d'aller aux élections avec Alassane, avec M. Ouattara comme représentant comme candidat du RHDP, et accepter vraiment de réformer la CEI et être impliqué dans le processus électoral jusqu'au bout, en ayant également la participation des observateurs internationaux et en étant sûr que les élections seront transparentes et équitables. Je pense que c'est le va-tout de l'opposition là. L'opposition doit vraiment mettre de l'eau dans son vin et pouvoir calmer leur ardeur et avoir une discussion ouverte avec le parti au pouvoir afin de réformer les instances des élections pour qu'on ait une élection apaisée. Je pense que ce sera la solution idoine. On ne pourra pas empêcher la non-candidature de M. Ouattara. À ce stade des choses, je ne pense pas que l'opposition pourra obtenir gain de cause. Malheureusement obtenir ça. OK, parlons de communauté internationale. La communauté internationale trouve que l'opposition n'est pas en train de faire une revendication légitime, puisque, selon elle, Alassane Ouattara est tout droit à se présenter à ce scrutin. L'opposition trouve que Alassane ne doit pas être candidat. Bon, on n'a jamais eu une copie de cette constitution. Alors, en savez-vous mieux? Le problème de la constitution ivoirienne, et ce qui crée problème actuellement, c'est l'interprétation. Très bien. Et tout part de l'interprétation. Oui. Parce que selon les uns, les réformes constitutionnelles apportées en 2016 et qui a été largement votées par tous les partis prenants, ces réformes-là, pour certaines personnes, et ils le disent que ces réformes n'entériment pas et n'enlèvent pas la constitution qui existait, et celle de 2000 qu'on connaît, qui a été votée sous feu Guy Robert. Donc, de cette interprétation, M. Ouattara ne pourrait être candidat. Mais du côté du parti au pouvoir, il y a une autre lecture de la situation, selon laquelle nous sommes dans la 3e République. Donc, c'est une nouvelle constitution qui remet la barre à 0. Donc, tout part d'une interprétation. Et de cette interprétation, nous avons des violences. Donc, je pense qu'une constitution, elle se lit, elle ne s'interprète pas selon le bon vouloir de chacun. Il faudrait faire attention. On n'interprète pas une constitution, on la lit telle qu'elle est écrite. Donc, est-ce que les nouvelles réformes, justement, permettent au candidat Ouattara, à monsieur l'ex-président Ouattara, d'être candidat, ou alors ne le permettent pas? Les juristes doivent monter au front et justement nous éclairer là-dessus, parce que on se souvient, dans la campagne pour la promotion de la Constitution, il était dit que M. Ouattara ne serait pas candidat, qu'il ne pourrait pas briguer un 3e mandat. Mais aujourd'hui, on a un nouvel élément selon lequel cette Constitution est la Constitution de la 3e République, donc une nouvelle Constitution en fait. C'est ça, oui. Et si on part du fait que c'est une Constitution de la 3e République, il est emmené, il peut être candidat. Donc, il faut éviter les interprétations et surtout préserver la paix, avoir la paix dans nos esprits. On sait comment est-ce qu'on a obtenu cette paix-là et pendant les élections de 2010, on ne va pas encore revenir en arrière pour encore perpétrer et perpétuer des actions violentes qui nuisent au développement du pays et qui tuent nos populations malheureusement à cause d'une simple interprétation de la Constitution, encore une fois de plus. Vous êtes journaliste et pour la cohésion nationale, quel message avez-vous pour la jeunesse qui s'adonne déjà à ce genre d'activités, les casses et les pillages? Oui, c'est malheureux. Je pense qu'on peut revendiquer une action, un changement sans faire de violence. Mais aujourd'hui, toutes les parties prenantes sont à blâmer pour la violence. Et la jeunesse est encore utilisée, comme toujours, pour des fins politiques. Certaines personnes mènent la jeunesse en bateau et les opposent les jeunes entre eux. Et
On est même amené à parler de conflits ethniques qui ne peut jamais avoir lieu en Côte d'Ivoire. Nous sommes l'un des peuples les plus intégrés en Afrique pour qu'on ait un conflit ethnique. Et on parle aussi même de conflits religieux. Oui, justement, la Côte d'Ivoire a 51% à peu près de musulmans, 48% de chrétiens. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il ne peut pas avoir de conflit religieux parce que nous sommes tous représentés dans la société. Toutes les religions sont représentées. De la même manière, il y a un brassage interethnique en Côte d'Ivoire qui, normalement, ne peut pas permettre qu'il y ait des violences interethniques parce que nous sommes tellement imbriqués, les ethnies sont tellement imbriquées les unes dans les autres qu'on ne peut pas parler de... Oui, la laïcité n'a jamais été mise en cause en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est les personnes zélées qui ne sont pas maîtrisées, qui aujourd'hui sont introduites sur le champ de bataille, sur le champ politique et qui sèment malheureusement la violence. Je pense que c'est des cas isolés. Il faudrait au gouvernement surtout de pouvoir ramener l'ordre et de calmer les airs des uns et des autres. Apparemment, le gouvernement s'y attelle pour que cette élection soit faite le 31. Nous en avons qu'une minute pour finir. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, M. Ziebono Carlos, et merci d'avoir participé à cette émission. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Avez-vous un dernier mot pour clore? Oh, c'est à vous le merci de me donner cette opportunité de parler surtout des élections en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il serait important pour les uns et les autres de calmer leur ardeur et d'avoir surtout en cœur la préservation de la paix. Et seule la paix nous amènera le développement escompté. Il ne faudrait pas se donner dans la violence et il faut trouver une solution pour pouvoir régler nos problèmes. Merci encore, M. Ahmed, pour cette opportunité. Merci à vous et à bientôt. OK. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, voici pour vous le journal MapInfo. Bonjour téléspectateurs, vous êtes à MapInfo et ce journal s'ouvre malheureusement sur une page noire. En effet, l'administration Ouattara a perdu son ministre de l'administration territoriale. Il a succombé à un arrêt cardiaque le vendredi 23 octobre. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un stade olympique dans la commune d'Anyama, Nord Abidjan. La cérémonie d'ouverture de ces chefs-d'œuvre a eu lieu le samedi 3 octobre en présence des officiels ivoiriens, des officiels de la CAF, Confédération africaine de football, et aussi des officiels chinois, pays concepteurs et constructeurs de ce stade de 60 000 places. L'opération de retrait des cartes d'électeurs pour la présidentielle du 31 octobre 2020 a débuté depuis le 13 octobre et a pris fin le 25. Nous avons eu une interview avec la présidente de la Commission électorale indépendante des États-Unis à voir dans ce journal. Par ailleurs, les candidats à cette élection sont en campagne dans leur fief et dans tous les recoins du pays. Sidiki Diakité, le ministre de l'administration territoriale de l'actuel gouvernement Ouattara, est mort d'un arrêt cardiaque. Cette triste circonstance a endeuillé la Côte d'Ivoire le 23 octobre. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Décédé d'arrêt cardiaque, il faut d'emblée souligner que Sidiki Diakité était le ministre de l'administration territoriale du gouvernement qui dirige actuellement les rênes de la Côte d'Ivoire. Il a été successivement préfet des villes de Touba et d'Abidjan avant d'être nommé en 2017 ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avant de passer à ceux de l'administration territoriale et de la décentralisation. Depuis environ 2 semaines, c'est lui qui coordonnait les tentatives de dialogue pouvoir-opposition sur les dissentiments violents qui existent entre eux ces temps-ci. Excellent médiateur, le ministre Sidiki a contre toute attente tiré sa révérence, laissant ce siège vacant que le président Ouattara devra dans un bref délai trouver un occupant.
Dans un communiqué, ce dernier a qualifié son défunt ministre de grand serviteur de l'État, un collaborateur compétent et loyal. Dans ce cercueil se trouve le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité. Décédé le vendredi 23 octobre dernier, il a eu droit ce lundi à la grande mosquée de Grand Bassam à la prière mortuaire. Prière officiée par le guide suprême de la communauté musulmane des Côtes d'Ivoire, président du COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou. C'était en présence du président de la République, Alassane Ouattara, et des membres du gouvernement. Après la prière mortuaire, Sidiki Diakité est accompagné au cimetière de Grand Bassam où il a été inhumé en présence de sa famille, de ses amis, de ses plus proches collaborateurs et de ses collègues, tous consternés par ce départ brusque et inattendu. Jusqu'à sa mort, il s'est battu. Il a voulu que la paix soit retrouvée entre les fils et les filles de ce pays. Je puis dire que c'est presque au combat qu'il est tombé. Parce que son souci, c'est de voir la Côte d'Ivoire connaître la paix éternellement. Très souvent, quand les gens meurent, on dit ils sont grands, mais lui là, c'est une réalité. C'est un grand homme. Il est mesuré, il est tempéré, il a une bonne éducation, il ne choque jamais, toujours un petit sourire. Même quand tu lui exposes un problème, bon, il a un petit sourire pour t'encourager et tout ça. J'ai été frappé par sa grande humilité, sa connaissance de l'homme et surtout sa capacité à travailler en tant que grand serviteur de l'État en réglant les problèmes sans bruit, mais de façon efficace. Il est très attaché à tout ce qui peut rendre service au plus grand nombre. C'était vraiment un homme de cœur, mais qui avait une rigueur silencieuse. Du retour du cimetière, autorités administratives, élus, cadres, filles et fils de la ville natale du ministre Sidiki Diakité saluent la mémoire de ce grand commis de l'État. Il était très pieux parce qu'on se rencontrait. Son père était déjà, je ne le connais pas, mais il était imam de la grande mosquée, là où on a fait la prière mortuaire. Mais ce ministre, moi je le rencontrais toujours à la mosquée, au plateau. Il est sans problème que la terre lui soit légère. Et vraiment, c'est une grande fête pour la Côte d'Ivoire. C'est un frère, c'est un cadre de Grand Bassam qui est parti, un cadre valeureux. C'est une journée noire pour nous. Quand nous retrivions sur cet espace, il y a de cela quelques années, c'était pour des tournois de Maracana. Aujourd'hui, venir se rassembler là parce qu'il est parti trop tôt, les cœurs saignent à Grand Bassam. Sa famille, encore sous le choc, a tenu à exprimer toute sa gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara. Les deux équipes légendaires de football ivoirien qui sont l'ASEC et l'Africa se sont rencontrées pour un match de gala comptant pour l'inauguration du nouveau stade d'Ebempe, désormais stade national des éléphants de Côte d'Ivoire. Avec une capacité de plus de 60 000 places, le stade de Bempe est inscrit sur la liste des stades les plus grands et les plus modernes d'Afrique. Construit en un temps record par l'Institut de design architectural de Beijing, Chine, ce stade situé dans le cœur de Bempe, dans la commune d'Anyama, nord d'Abidjan, est consenti pour accueillir la Coupe africaine des nations de football de l'an 2023. Il est aussi un stade polyvalent conçu pour accueillir football, rugby et athlétisme. À son inauguration, il a été baptisé sous l'appellation de Stade olympique Alassane Ouattara, qui a lui-même honoré de sa présence à la cérémonie d'ouverture. Des prestations d'artistes, musiciens et de troupes de danse tradie moderne ont tenu en haleine le public venu nombreux pour célébrer l'ouverture de ce somptueux stadium. Après la cérémonie solennelle, un match de football opposant l'ASEC à l'Africa Sport d'Abidjan s'est déroulé sous les yeux de l'exécutif ivoirien, des autorités chinoises et bien évidemment des fanats du football.
Cette rencontre s'est soldée par une victoire de la SEC d'Abidjan sur son rival historique, l'Africa Sport. Le score était de 2-0 au coup de sifflet final. Les Ivoiriens de New York sont prêts à aller aux urnes le samedi 31 octobre. Ils ont donc retiré les cartes d'électeurs entre le 13 et le 25 de ce mois. Nous les avons rencontrés au bureau de la Commission électorale indépendante de New York. Enrôlés depuis quelques mois, les Ivoiriens de New York ont répondu présents au bureau de retrait des cartes d'électeurs pour le scrutin mouvementé du 31 octobre 2020. Assetou Doucouré est la présidente de la Commission électorale indépendante aux États-Unis. Elle nous fait l'état des lieux. Nous sommes là depuis le mercredi 14. On a commencé la distribution des cartes ici et vraiment tout se passe très bien. Sur toute l'étendue, nous avons 15 bureaux de vote. Lorsqu'ils se présentent à nous, on leur demande la carte consulaire ou le passeport biométrique ou la carte d'identité nationale. C'est les 3 documents réglementaires pour faire le retrait. Et jusqu'à présent, on n'a pas de problème avec les requérants. Lorsqu'ils se présentent à nous, ils présentent l'un de ces 3 documents que je viens de citer et nous vérifions s'ils sont inscrits sur la liste et nous leur remettons la carte, ils font la décharge. La CEI a déjà fait ce qu'elle devait faire pour que tous les Ivoiriens soient inclus dans ce processus électoral. C'est un processus qui a commencé et si vous constatez, au niveau de New York, il y a 9 bureaux et ces 9 bureaux ne sont pas seulement pour New York. Nous avons l'État de New Jersey, l'État de Connecticut et Rhode Island qui viennent voter à New York. Et il y a d'autres États tels que Massachusetts où il n'y a pas grand nombre d'Ivoiriens qui sont venus faire l'enrôlement au niveau d'ici. Donc, c'est pas, les 9 bureaux seulement, ce n'est pas pour l'État de New York. Il y a d'autres États qui sont associés à l'État de New York. Voilà pourquoi vous allez voir au niveau de Philadelphie, il n'y a seulement que 2 bureaux de vote là-bas. Mais au niveau de New York, ici, ce n'est pas seulement le seul État, il y a plus de 4 à 5 États qui sont associés. 2010, 2015, nous n'avons eu aucune irrégularité ici. Tout s'est réellement très bien passé. Donc, c'est vrai, aujourd'hui encore, je peux dire que ça va encore. C'est presque les mêmes choses. Il n'y a vraiment pas de changement. 2010, c'était au top, on n'a eu aucune irrégularité. Donc, on continue toujours dans le même sens. Oui, vous savez, chaque élection a sa réalité et plus nous avons de nouvelles technologies et les technologies de dernière génération. La CEI s'est dotée en tout cas de technologies. En aucun cas, un Ivoirien peut voter s'il n'est pas d'abord inscrit sur la liste électorale. Ça, c'est le premier. C'est pourquoi quand vous vous présentez à nous, on se rassure d'abord si vous êtes sur le listing électoral. Puisqu'il y a un listing qu'on a. Et c'est ce listing-là qui sera dans le bureau de vote. Et avec la technologie aussi, il y aura des empreintes. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que si vous n'êtes pas inscrit sur la liste, vous n'avez pas votre carte électeur, vous pouvez voter. Toute personne qui viendra voter est d'abord inscrite et a retiré sa carte. Et je profite de l'occasion pour dire que les personnes qui n'ont pas pu retirer leur carte à travers cette opération, le jour du vote, ils peuvent se rendre dans les différents bureaux de vote et faire le retrait de leur carte. C'est dans les urnes qu'il faut s'exprimer. Ce ne serait pas dans les rues. Et pour moi, opposition, qu'est-ce que je peux bien dire? Si réellement opposition, il y en a, mais je ne crois pas. Parce que quand on est opposant, on va aux élections pour s'exprimer. Souvent, c'est un peu stressant lorsque, vous savez, aux États-Unis, ici, le prénom vient avant le nom. Lorsqu'un requérant se présente à nous dans ce format, nous lui demandons de nous donner le document que nous lui avons demandé pour pouvoir retirer la carte. Donc, lorsqu'on se rend compte que le nom, dans le format que nous avons, le nom et le prénom, ça prend beaucoup plus de temps. Et on leur demande d'aller sur le site de la CEI.ci. Et lorsque vous retrouvez votre nom sur la page de la CEI avec votre bureau de vote, dès que vous venez, vous dites « Monsieur, je suis dans le bureau 2 ». Et automatiquement, on vous envoie vers l'agent qui est en charge du bureau 2. Puisque chaque agent a en charge 3 bureaux. Donc, une fois que vous avez ces informations, ça nous facilite la tâche. Souvent, le rang est long et il faut qu'on finisse d'abord avec une personne avant d'aller à l'autre. Souvent, bon, on a ce petit stress-là. On leur demande beaucoup de patience et que, bon, c'est un peu ça, quoi.
Sur les 4 candidats retenus par la Cour constitutionnelle ivoirienne, seuls Kouadio Kona Bertin et Alassane Ouattara sont déterminés à participer à cette élection. Quant à Kona Bédié et Afi N'Guessan, ils sont encore dubitatifs. Notre pays est méconnaissable. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? Il y a un temps qui arrive où il faut s'asseoir pour réfléchir. Mais où est-ce qu'on va? Et dans ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, il y a quand même des responsables. Et on ne peut pas rester comme ça pour regarder la Côte d'Ivoire sombrer. C'est pour ça que votre fils a décidé de prendre ses responsabilités pour mettre fin à ces pratiques et donner un avenir à nos enfants. Je veux que la Côte d'Ivoire, notre pays, avance. Que la Côte d'Ivoire avance dans la paix, dans la stabilité, pour que demain, nos petits-enfants-là puissent avoir une raison d'être sur ce sol ivoirien. Voilà mon combat. Les gens ne me comprendront pas aujourd'hui, mais ils comprendront demain. Et je prends mon temps pour le faire. Donc ne laissez pas les gens venir vous distraire ici. Que votre enfant, le seul sur qui vous pouvez compter, qu'on vienne vous dire, il est vendu, il est acheté. Personne ne me vend, personne ne m'achète. Et aujourd'hui, j'ai choisi, moi, d'aller à la paix, d'aller à la stabilité et à la protection des vies des Ivoiriens, parce que ce qui me préoccupe, c'est notre avenir. Et d'ajouter que le choix de sa candidature permettra à la Côte d'Ivoire de renouer avec la cohésion sociale, la réconciliation nationale, la prospérité et la redistribution des richesses du pays. Le candidat indépendant Kouadio Kona Bertin poursuit sa campagne électorale en sensibilisant en faveur d'un scrutin présidentiel apaisé. À l'étape de Lobagro, un village de la commune de Yamsokro, Kakabe n'a pas tenu de meeting d'explication, mais a rendu une visite à ses frères et sœurs de la localité, relève-t-il. Visite qui s'est transformée en regroupement populaire sur la place publique du village. À une journée de la fin du championnat électoral, Alassane Ouattara a choisi d'effectuer son ultime mise au vert à Ebimpe dans la commune d'Aniama, à quelques pas du stade de la cité olympique qui porte son nom. Entre autres raisons, le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, entend s'armer d'un extrémum de bénédiction en termes de soutien franc, d'assurance et de sérénité pour affronter triomphalement Bertin Kouadio Kona dans les urnes ce samedi 31 octobre. Et ces atouts-là, les rois et chefs traditionnels des peuples Aké et Atchan, soutenus par ceux des Grands Ponts et de Sikensi, les lui ont fournis à travers leur présence significative, mais aussi et surtout en lui disant qu'ils sont diablement acquis à sa cause au regard des nombreuses actions de développement et de promotion sociale dont ils ont bénéficié. Et comme développement rime avec paix, Alassane Ouattara a encore redistribué les cartes d'une élection apaisée pour une Côte d'Ivoire solidaire et reluisante. Je voudrais donc en appeler aux chefs traditionnels et aux guides religieux pour qu'ils s'impliquent pour des élections apaisées, pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Je vous demande de continuer de conseiller aux jeunes de ne pas se laisser manipuler. Cela évitera des événements déplorables, comme ceux que nous avons connus à Dabou et qui ont entraîné malheureusement la mort de 16 personnes. Et je voudrais présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes. Notre pays est une terre de paix, de fraternité, d'hospitalité, des valeurs que nous a léguées le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Nous devons continuer de tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire demeure en paix, car sans paix, aucun développement n'est possible. Nous avons, dans quelques jours, l'élection présidentielle.
Et je souhaite que vous vous rendiez massivement aux urnes le samedi 31 pour voter dans la paix, car la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Bouaké, Man, Abengourou et Binpe, le candidat du RHDP qui a opté pour un marquage à la couronne des rois et chefs traditionnels, est reçu par ailleurs l'assentiment des jeunes et des cadres des régions visitées. Pourra-t-il recevoir leur soutien effectif? Réponse ce samedi 31 octobre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Chers téléspectateurs, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. À bientôt. Pour maintenir la concordance avec la thématique de notre émission, qui consiste à donner la parole aux Ivoiriens des États-Unis pour qu'ils expriment leurs opinions sur les faits de société ici et dans leur pays, nous avons donc recueilli les différentes opinions de la diaspora ivoirienne à New York à travers notre rubrique Le Micro-Baladeur. Voici ce qu'ils pensent de cette atmosphère d'élection présidentielle qui défraie la chronique en Côte d'Ivoire. L'impression que j'ai, c'est la joie et puis la tristesse. La joie parce que mon candidat, le docteur Alassane Ouattara, sera candidat pour son premier mandat de la Troisième République. Et tristesse par rapport au comportement de l'opposition. Un comportement qui n'est pas citoyen. Parce que quand on aime son pays, on ne peut pas avoir ce genre de comportement. Et quand je prends le cas de M. Bédié qui a déjà été président de la République, M. Affi N'Guessan qui a été Premier ministre, je me dis que ce comportement c'est quand même triste. Et ça donne l'envie de vomir, parce que c'est irresponsable. Dire à des enfants, pendant que leurs enfants sont cachés peut-être à la maison, dire à des enfants à les casser, à les brûler, c'est quand même irresponsable. Pour des gens qui ont eu à diriger le pays, c'est vraiment irresponsable. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Alassane partira un jour, Bédié partira un jour, Affi N'Guessan partira. Moi aussi je partirai et la Côte d'Ivoire restera. C'est normal qu'il se présente parce que ce n'est pas lui qui a voulu le référendum. C'est le parti d'opposition qui a voulu le référendum. Maintenant, le problème que en collant Bédié lui-même, c'est lui qui a donné ses voix à Alassane et Alassane est président. Ben, lui, il a pensé que lui pourrait être président, puisque d'après lui, il pense qu'il est populaire. Non. Maintenant, on est sous la domination d'Alassane. Et je pense que Alassane a ses droits de se présenter. Et le problème, c'est qu'il nous a arrangé. On veut quelqu'un qui est génie du développement. Alassane a développé la Côte d'Ivoire, sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Il a fait un bon boulot. Là où il a mis aujourd'hui la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est du jamais vu. Incroyable, mais vrai. Moi, je ne pense pas. Eux, ce qui les arrange, ils veulent aller à la désobéissance. Parce qu'ils pensent qu'ils veulent venir au pouvoir, comme Alassane l'a dit. Ils veulent venir au pouvoir pour voler l'argent. L'autre, lorsqu'il vient au pouvoir, il n'y a rien. Aujourd'hui, il a bossé dur, il a mis le Côte d'Ivoire là où on est aujourd'hui. Et ces bandits veulent venir voler tout ça. Ah, écoute, tout ce qu'on peut dire, on dit que lorsque tu es, on se sent chez soi, on se sent à l'aise chez soi. Voilà. Si la Côte d'Ivoire est développée, nous irons en Côte d'Ivoire pour développer le pays, éviter d'être, comment on appelle, à l'aventure, tout ça là. Il y a eu ma carte d'électeur, il était l'un des premiers à renouveler tout. Ouais, moi je pense qu'on doit aux élections. Si on part aux élections, Alassane est battu, bon, c'est un bon démocrate. Il va quitter. Mais comme il sait que c'est impossible, Alassane va les battre. Donc ils ne veulent pas. Tout ce qui les arrange, c'est la désobéissance. Okay. Merci. Ces élections de cette année 2020, je suis très inquiet. Dans la mesure où les politiciens jusqu'à présent n'ont pas eu le temps de s'asseoir, de dialoguer et de trouver un terrain d'entente pour cette crise. Donc je crois que pour moi, le dialogue est primordial. Il est très primordial. Parce que d'un côté, on a le parti au pouvoir, de l'autre, on a l'opposition.
Donc chacun tire le droit de son côté. Et je crois que ça ne sera pas facile tant qu'ils ne s'asseyent pas et trouver une terrain d'entente. Seul le dialogue est primordial. Et sinon, si ce n'est pas le cas, vous pensez que le 31 sera explosif? Par cette lecture, comme je disais tantôt, c'est très inquiétant. Élection ou pas, c'est que sur la tension est déjà très élevée. Le parti au pouvoir ne va pas céder. Le parti au pouvoir compte aller aux élections. Et quant à l'opposition, je crois que c'est tout à fait le contraire. Donc, on a en face de nous une dichotomie. Aller et ne pas aller de l'autre côté. Donc, ça tend vraiment à un chaos. Ouais. Parce que déjà, le pays est déjà en ébullition. On a des blessés. Bon, aujourd'hui, j'aurais appris qu'il y a eu un mort, en tout cas Benoît. Vrai ou... Bon. Donc, à cette allure, je crois que je suis très inquiet. C'est le bruit du tonneau vide. Ce meeting, comme eux-mêmes ils ont pu le dire, ils ont pu prédire que ce meeting avait une valeur référendaire. Alors on a vu combien il pèse. Vous voyez, la deuxième capitale, Bouaké, le président était de passage. Alors vous avez vu ce marée humaine que le stade Houphouët-Boigny ne pouvait même pas contenir. Alors on ne fait pas d'effort pour sortir du monde. Quand on a un bon travailleur, le monde sort à volonté. Mais ces gens-là qui font du bruit pour rien du tout, Houphouët-Boigny l'a dit, la caravane passerait même bien que le chien aboie. Donc moi j'ai encore de l'espoir. J'ai de la famille là-bas, je ne m'inquiète pas pour eux. Le B86, c'est ça, Bédier, c'est comme ça on l'appelle maintenant. Ceux-là sont en fin de carrière. Alors, pourquoi la jeunesse peut prendre ces gens-là comme leur boussole? Il n'y a même pas de jeunes qui les suivent de toute façon. Voilà. Pour une fois, on a un président qui a repris le développement avec une cadence que nous, on a connue quand on était petits, au temps d'Houphouët-Boigny. Alors, c'est du bienvenu. Donc, moi, je ne comprends plus l'opposition. Voilà. On voit qu'il y a eu plein de projets physiques qui ont été réalisés dans le pays. Comparé à l'époque Bédier, on voit qu'il y a une grande différence. Ou à l'époque Gbagbo, on voit qu'il y a une très grande différence. Donc, pourquoi ne pas utiliser celui qui apporte le développement au pays et utiliser des gens qui n'apporteront pas de développement? Ceux qui répondent au mot d'ordre de l'opposition, bon, ça c'est leur choix politique. Bon, ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent, mais je pense qu'ils doivent bien réfléchir, ils doivent bien analyser les choix et voir l'histoire. Ils peuvent aussi regarder dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire des politiques, des anciennes politiques, ce qui s'est passé. S'ils veulent revenir encore dans ça, c'est libre à eux. Je suis à 200% d'accord avec l'opposition, d'autant plus que ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Voilà, les mêmes stratégies qu'on utilise pour arriver, c'est les mêmes stratégies que les autres vont utiliser pour te faire partie. Cela ne surprend personne. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout le monde doit être prêt à ça, tout le monde devait être prêt à ça depuis le début. C'est ce que je constate. Il n'y a rien à reprocher à qui que ce soit. Tout le monde est fautif et personne n'est fautif à la fois. Il y a des lois qui régissent chaque pays et ces lois-là, il faut les respecter. Et étant donné qu'on est le commandant suprême de ce pays-là, il faudrait qu'on soit celui-là même qui se mette au travail et qui montre l'exemple aux gens, au reste du peuple. Donc c'est la bienvenue pour moi. Les gens ne le savent pas, mais Alassane Ouattara le sait. En tant que président de la République, je pense qu'il doit arrêter la comédie qu'il est en train de jouer et donner au peuple ce que le peuple attend, dire la vérité et puis arrêter cette mascarade-là, permettre aux gens de se réunir et de tomber sur d'avoir un accord avant d'aller aux élections. Pour moi, les élections, ce sera en 2021, ce n'est pas en 2020. Parce que n'oubliez pas que le RHDP aussi a fait la politique de la 16-8 avant. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que la même stratégie que tu utilises pour venir au pouvoir, ne sois pas surpris si on utilise la même stratégie contre toi pour te faire partie. Il n'y a rien de nouveau en Afrique qui se passe là. Tout ce qui se passe, on a déjà vu ça. Voilà, c'est un cercle, ça ne fait que tourner. Et c'est un labyrinthe sans sortie. Voilà ce que je vois.
Il n'y a pas de parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, c'est M. Alassane Ouattara. C'est lui le chef du début à la fin. Il n'y a pas un autre parti. Parce que le parti est régi par Alassane Ouattara et les décisions qui sont prises par Alassane Ouattara représentent les décisions du parti. Qu'il prenne les bonnes décisions et qu'il arrête cette mascarade pour que la Côte d'Ivoire avance. C'est tout ce que je peux dire. L'opposition sait ce qu'elle veut en Côte d'Ivoire. Ils veulent semer la chienlit, le désordre, parce qu'ils n'ont pas de programme de gouvernement. Ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Donc, il faut se comporter de la sorte. Mais c'est malheureux. Quand tu vois des intellectuels, je dis bien des intellectuels se comporter de la sorte, dans le pays de Félix Houphouët-Boigny, où ils faisaient bon vivre, le bon vivre ensemble. Aujourd'hui, pour un problème de pouvoir, on ne fait que s'entredéchirer pendant combien d'années maintenant? Et c'est quand ça va cesser? C'est une moquerie de leur part. Vous pouvez aller prendre un prisonnier, quelqu'un qui est incarcéré à La Haye, venir déposer sa candidature, ça c'est normal. Soro Guillaume qui est en exil, qui est déjà condamné par la justice ivoirienne, ça c'est normal. Henri Konan Bédié, un périmé comme Henri Konan Bédié, ça c'est normal. Mais aussi, il faut dire Henri Konan Bédié, c'est entre deux choses. On nous dit souvent, quand tu rates ta vie, il faut réussir ta mort. Mais apparemment, il a raté sa vie, aussi il était en train de rater sa mort. Et c'est lui qui traite les gens d'idiots. L'idiot, c'est bien lui. Donc, tout ce qu'on demande à cette opposition insensée de Côte d'Ivoire là, ils n'ont qu'à revenir dans la République. Rien ne sera fait comme eux ils veulent. Mais c'est que la loi, la constitution dit c'est sûr ça va marcher. Ils ont dit c'est toute la Côte d'Ivoire. Mais apparemment, il y a quelques zones ciblées chez Afinguessan, chez Mme Simone Gbagbo. Et quelques, c'est pas une marche éclatée. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Donc, ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire. Alassane, c'est un monsieur intellectuel. Vous comprenez? Ils sont tous intellectuels. Mais c'est quelque chose qui est passé à l'Assemblée nationale. Référendum. Mais pourquoi ils n'ont pas voté non? Ils étaient là, ils siégeaient, ils ont tous accepté. Mais comme on le dit souvent, ils n'ont pas fait la passe à ce vieux périmé-là, qui a raté sa vie, qui était en train de rater sa mort, M. Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, on ne lui a pas donné le pouvoir comme il entendait. Allez, il dresse les gens, il dresse des manifestants comme des chiens contre le pouvoir en place. C'est malheureux, c'est inacceptable. Mais comme le président ne veut pas se comporter comme le pouvoir président, qui massacrait les manifestants, lui c'est un homme civilisé. Donc depuis là, on n'a pas encore, les policiers n'ont jamais tiré sur un manifestant. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils savent très bien, si c'est la brutalité comme ils réclament, ils ne sont pas plus brutaux que nous. On peut les faire plus mal, mais on a un homme civilisé qui nous demande de nous calmer. Voilà pourquoi on suit notre président, juste pour ça, sinon ils ne sont pas brutaux que nous. On se souvient bien, j'ai déjà fait des vidéos sur ce truc-là. La Côte d'Ivoire d'avant, comme on était au temps de Félix Houphouët-Boigny, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est une réalité. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui venir devant moi me dire que Alassane Dramane n'est pas ivoirien. Mais quand tu me dis qu'Alassane n'est pas ivoirien, c'est à moi que tu t'adresses, c'est moi qui ne suis pas ivoirien. Ceux aujourd'hui qui disent notre pays. Mais qu'est-ce que c'est votre pays? Vous êtes tous des intellectuels. Mais de façon intellectuelle, tu viens me prouver que c'est ton pays. Plus que moi, le nordiste, là on marche dessus. Mais si tu ne peux pas me prouver de façon intellectuelle que la Côte d'Ivoire t'appartient que moi, mais on va toujours faire ce combat-là. Hein? Donc quand tu vois par exemple de l'autre côté là-bas, comment il s'appelle là, Eleonore Kwame, qui dit aussi notre pays. Toi, tu n'es pas la nièce, comment on appelle, Kwame Nkrumah? Les Boni Claveri là. Boni, on les trouve de l'autre côté là-bas. Les Yasmine Wonye, les Wonye là, on les trouve au Bénin. Ils sont tous représentés dans ces pays-là. Afi, Apia, Kablan, Ablan. Nous, on a vécu, on a grandi avec les Ghanéens dans notre quartier. Tous ces noms-là, nous, on a connu d'abord chez les Ghanéens. Avant de venir trouver qu'il y a des Ivoiriens qui s'appelaient Afi, Apia, Kablan.
les Vanais de Koutoukou, celles qui faisaient la prostitution là. C'est comme ça, on les appelait dans le quartier. Donc si vous êtes au Ghana, à Chantilly, au Ghana, qu'on les appelle en Côte d'Ivoire Agni, les Guérés au Libéria, Yakuba au Libéria, les Imans là, les Mewe, ils sont tous représentés au Ghana, jusqu'au Togo, les Kofi, ils sont tous là-bas. Mais pourquoi vous apprenez à nous? Et vous voulez qu'on s'assoie pour vous regarder? Non, non, non. On va se défendre. Oui, c'est notre droit aussi de nous défendre. On ne va jamais, jamais laisser quelqu'un nous piétiner de la sorte. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire aux Ivoiriens. Allons-y ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais la force que vous voulez mettre en jeu, si chacun veut gonfler ses muscles, on ne pourra jamais s'en sortir. Concernant la désobéissance civile, je vous dis que ça n'a pas de place en ce moment en Côte d'Ivoire. Je pense que les Ivoiriens sont beaucoup mûrs. Je pense que nous sommes bien partis pour être un exemple dans la sous-région. Et non, si tout le monde, tous les politiciens m'écoutent, c'est d'aller aux élections. C'est d'aller aux élections, c'est d'aller battre campagne, c'est d'aller montrer vos programmes de développement au peuple ivoirien. Et c'est pendant votre exposition sur le développement du pays que d'autres militants pourront vous suivre. Et non en tant que futur président de la Côte d'Ivoire. Mais dire aux enfants aujourd'hui de sortir, aller brûler les voitures ou bien brûler les biens de l'État, ça n'a pas de sens parce que tu finis de brûler, dans les enquêtes on t'attrape et tu vas payer. Le prix c'est la prison. Et la prison, il n'y a pas un politicien qui ira te voir en prison. Et je profite pour lancer ce message-là à ces jeunes-là que nous on vit à l'Occident, c'est vrai, mais on doit apprendre à donner l'exemple à ces jeunes frères qui sont restés au pays. Ce n'est pas les expédients des miettes pour les envoyer dans la rue pour pouvoir combattre un pouvoir qui est déjà en place, un pays qui est en train d'aller vers l'émergence, un pays qui est en train de se développer pour dire que voilà, vous allez casser les bus de la Sotra. Ces bus-là, ils doivent savoir combien de fois ce président-là a fait, combien d'acrobaties le président a fait pour faire venir aujourd'hui de nombreux bus en Côte d'Ivoire. Donc ce sont des biens qui nous appartiennent et il faut qu'on prenne soin de ça. La personne de M. Ouattara, il est bel et bien ivoirien. Nous ne sommes pas aveugles. Ils ont commencé ces discussions-là depuis des années. Et ça s'est bien passé. Et ils sont bel et bien candidats. Le jour qu'ils ne viennent pas aux choses, ils ne se présentent pas. Dans les notes, ça serait mentionné 0 voix pour M. Bédié, 0 voix pour M. Afinguessan. Et je félicite encore le courage de mon frère Kakabé et que je supporte dans cette voie politique. C'est la meilleure voie pour pouvoir accéder un jour au pouvoir. Qui sait s'il peut gagner demain? On ne sait pas. Donc je ne vois pas sur 44 candidats où on élimine 40 et 4 candidats est admis. Et ceux qui sont en train de se révolter, il y a 2 dedans qui sont même admis et qui se révoltent. Pourtant, ça a été transparent quand le président de la CEI, de la Commission électorale indépendante, a exposé le refus de chacun et chacune de ces candidats. Et non, il n'y a rien à signaler. Moi, je dis que ces jeunes-là n'ont qu'à se réveiller parce que c'est vrai qu'on vit aux États-Unis, mais je vois que la télévision ivoirienne fait beaucoup d'efforts avec les autres nouvelles chaînes pour pouvoir éduquer ces jeunes-là qui sont en train de rentrer dans une folie qui ne va pas les arranger. Et moi, je pense qu'ils n'ont qu'à être positifs. Vous voulez des emplois, c'est le monsieur qui est là qui est en train de créer des emplois. Donc, ces emplois-là, on ne crée pas ça en une journée, on ne crée pas ça en une semaine ou bien des années. Ça prend des années pour pouvoir aller plus vite. Mais si vous bloquez l'élan de l'évolution du pays, qu'est-ce que vous pouvez faire demain? Ceux qui sont en train de vous promettre actuellement là, ils vont venir reprendre à zéro. Ils n'ont même pas les entrées à l'international pour aller chercher cet argent pour pouvoir venir créer des emplois pour vous. Donc je leur demande, au lieu de prendre 10 000 francs pour aller marcher et puis casser, je préfère m'asseoir et attendre un emploi où je pourrais gagner
70 000 francs ou 100 000 francs dans le mois pour pouvoir créer mon propre économique. Tu comprends? Donc moi je pense que c'est ce que ces jeunes-là doivent commencer à réfléchir. Parce que je vois beaucoup, on a un ministère des emplois jeunes qui fait beaucoup. On a une première dame qui donne des chèques de gauche à droite à des petites moyennes entreprises pour pouvoir remonter. Tu comprends? Et c'est des trucs à encourager. C'est des trucs à encourager. Nous-mêmes qui sommes à l'Occident, quand on amène les 500 000, 1 million à des gens, ils n'arrivent même pas à multiplier ces 1 million à 2 millions. Et ils continuent de demander. Mais on vous donne 200 000 pour ton business. Si tu peux payer le crédit après, tu reçois 500 000 demain, c'est une bonne chose. Mais ne vous en donnez pas à ce genre de trucs, aller dans la rue et puis casser les biens des gens, parce que tôt ou tard, ils vont vous attraper. Nous sommes dans un état, on n'est pas dans une maison de quelqu'un. Et à chaque fois qu'ils ont cassé les bus, on les a toujours attrapés. Et leurs parents viennent demander des excuses. Non, cette fois-ci, je pense qu'on ne doit plus tolérer. Celui qui casse les biens de l'État doit payer. Si je suis le ministère de la Justice, je pense qu'une loi doit être votée à l'Assemblée. Au cas où tu casses les biens de l'État ou bien les biens d'un individu, tu prends 10 ans ou 20 ans. Ça va s'arrêter tout à l'heure. C'est Georges Audi. Je suis d'Azopé. Je réside aux États-Unis pendant 30 ans, 33 ans. Et vraiment, quand je vais à Abidjan, je vois l'évolution de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le travail que le président Alassane Ouattara fait, je le salue et c'est une très bonne chose. Quand tu vas à Abidjan, ce n'était pas Abidjan que tu connaissais avant. Vraiment, je suis très content de son travail. Même personnellement, à Azopé, tous les travaux qu'il a fait, vraiment, je le salue et je le félicite de tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, l'opposition parle de quoi ou ça. Et quand ils vont venir, quel est leur projet? Qui nous ont dit que quand ils viendront en Côte d'Ivoire, ils vont faire leur boulot plus mieux que ce que le gars a fait. Même le président Bédié a dit l'équipe qui gagne le match là, on ne change pas les jeux. Donc c'est une affaire qui nous a tous dit, on a bien compris. On n'est pas vraiment contre nous, on veut que la Côte d'Ivoire s'avance. Parce que où nous sommes là, on est prêt à revenir dans notre pays. Et on ne sera pas obligé de rester aux États-Unis pour toutes nos vies. On veut que la Côte d'Ivoire soit bien, qu'on va rentrer dans notre pays. Vraiment, c'est ce que j'ai à vous dire. Il ne faut pas qu'on va tuer les gens pour rien, tuer les pauvres enfants, tuer les gens qui vont marcher. On n'a qu'à vraiment le laisser faire le travail qu'il fait pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est celui qui était déjà comme Ahmed, lui il est décédé. Donc on ne peut pas laisser le pays comme ça. Le travail qu'il a fait dans 10 ans, le travail de 40 ans, c'est ce qu'il a fait en 10 ans. On ne peut pas le laisser partir comme ça, il faut qu'on le suive. Pour les autres là, c'est eux qui sont des ethnies. Et puis ils sont trop la haine. Parce que comme ils ne mangent pas aujourd'hui, ils veulent que Alassane Ouattara le passe au pouvoir. Alassane le passe au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont gouverné pendant 10 ans, 20 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé dans ce pays? Ils viennent nous raconter leur vie. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement n'est pas nouveau. Depuis 1990, nous avons assisté à des élections tendues de ce genre. Donc, nous avons 201 communes. Sur 201 communes, s'il y a 4 communes qui se manifestent, vous faites le ratio, vous verrez que les élections auront bel et bien lieu. Il n'y a pas de feu à la demeure. Parce que pour 201 communes, il n'y a que 4 communes qui se manifestent. Et des jeunes gens, des œuvrés vont mettre des troncs d'arbres sur la route pour 2 heures et puis ils vont à la maison. Bon, ça c'est normal. Moi j'aurais voulu, ce que je peux dire à l'opposition, c'est de revenir à la table de négociation, sinon de continuer et venir aux élections. Ce n'est pas parce qu'on dépose des dossiers pour être candidat qu'on doit être président. On peut préparer le futur. Ils ont déposé les dossiers, ils sont candidats, ils vont aux élections. S'ils ne gagnent pas aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Il faut quand même que le pays avance. Il faut que le pays avance. On peut être candidat et quand on est candidat, il faut s'apprêter à perdre les élections. Et quand tu perds les élections, ce n'est pas la fin du monde. Je demanderais à l'opposition quand même
de respecter sa signature. Quand on a suivi toutes les procédures jusqu'aux élections, on vous choisit comme candidat et vous avez déjà vos logos, vous avez tout est printé et vous venez maintenant dire que vous n'êtes pas candidat. Tout le monde voit le jeu. C'est parce qu'ils ne peuvent pas battre le candidat du RHDP qu'ils se sont retirés. Sinon, le président Bédié et le président Afi, dès qu'ils ont été retenus, ils ont, ils ont envoyé des messages de satisfaction qu'ils étaient contents d'être retenus comme candidats. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Donc il faut qu'ils viennent, c'est le pays, on peut contribuer au développement du pays en n'étant pas président. Mais c'est là tout peut venir après. Mais en pratiquant la politique de la chaise vide, qui se renseigne auprès de l'ex-RDR. Quand le RDR a fait le boycott en 2000, ils savent ce que ça leur a coûté. Donc vraiment c'est ce que j'avais à dire. Je suis de l'Ouest, à 86 ans. Monsieur Bédié, qu'est-ce que tu vas nous apporter encore? Il est mieux que tu rentres dans ta case et les 250 francs que vous avez mis comme les carreaux de votre maison, il est mieux d'aller les décoller et puis suivre ta famille, c'est tout. Tu attends ton dernier jour, tu ne nous as rien apporté, seulement que le désordre. Vous n'avez jamais compétit, tout a été sur les plateaux d'or pour vous. Vraiment, ça fait honte. Vous faites honte à la nation. Je suis fier d'être un Ivoirien. Vous voyez, dans la vie où Fouet disait que la terre promise, la terre promise. Effectivement, il y a eu la terre promise, c'est l'Israël. Le sol béni, c'est la Côte d'Ivoire. Dieu nous envoie toujours quelqu'un pour nous sortir. Ce monsieur, vraiment, de grâce, pliez votre clic et clac et collez la paix. Je vous en remercie. Tu as saka wala ikia tu saka ala nunga wale go ikmana nya ku ibonso na do kriye ina do kuson na ka jala sia tu fuetiro inshallah avana wale ka mbe tabazila ni kana si jabi yeto ala ko ito nugo ito ala ko ito nugo na ka jala ala bana wasa na ka jala bana wasa mbe kremu ina mena ka ka ko leseni la sene ko leseni la sene bonay bon sokono. C'est ça dans le problème à leur moment. Pourquoi Aïboto, Aïbosokono, mais quand les bras, même qu'on fait quoi, attendez, bon. Nous marquons pourquoi Aïbotonia. Pourquoi Aïbotonia, pourquoi Aïbotonia. Ni qu'à Bonyam, mais vous fait au Batahraï. Au Batahraï. La seconde, il a eu Muria, Kaosi, Asla, Tamao, Slaga, Nakajala, Yuslam Drawe, Alabni Wasa, Alabni Wasa, Agolo Mindala, Masami Kanani. Dobra kaya naka ja dobra mna izo sa salika inshallah ala kitai to la mbra za aminga kwa banza ko président Assane Ouattara a décidé et le peuple a approuvé Mbadai. Pour moi la Côte d'Ivoire avance parce que je fais partie d'une génération qui ont commencé à aller en France dans les années 60 dans les années 70. Donc on a tout vu là-bas et puis après nous sommes repartis en ce moment je me trouve aux États-Unis. Bon, en faisant les va-et-vient, bon, je vois que il y a que ces dernières 10 années que la Côte d'Ivoire vraiment bouge dans tous les domaines. L'enseignement, les routes et tout. Bon. Mais pour moi, je pense que bon, les Ivoiriens doivent mettre un peu d'eau dans leur vin, c'est tout. Hein. S'asseoir, discuter et puis bon, faire avec. Avant de fermer le rideau sur cette émission, nous avons sous la main un cas social à émettre à l'attention de nos téléspectateurs et à tous les souscripteurs des réseaux sociaux. Le cas en question, c'est bien celui de notre compatriote qui réside au Sénégal depuis quelques années. Atteinte d'insuffisance rénale, elle était sous la charge médicale de l'État sénégalais jusqu'à ce qu'elle perde ce privilège dû à une réforme de l'assurance maladie de son pays hôte. Et donc pour la poursuite de ses soins, elle n'a que vous ceux qui comptez. Cependant, j'en appelle à la sensibilité de toutes les bonnes volontés pour venir en aide à cette dame sans emploi et mère de 3 enfants en bas âge. 6 juin est son contact direct. Eh bien voilà, téléspectateurs, ainsi s'achève ce second numéro de l'émission Speak Out Show. À bientôt et merci de votre attention.